Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être fidèles au programme de Canal Algérie. J'espère que vous allez passer d'agréables moments en notre compagnie. Bienvenue dans votre émission Ciné Thématique, l'émission qui vous propose des films, des documentaires autour de thématiques importantes avec des invités venus du monde du 7e art et de la famille de la culture en Algérie. Ce soir, nous rendons hommage à un personnage fascinant, à une personnalité algérienne hors du commun. Il s'agit du penseur, de l'écrivain, du cinéaste disparu, Abderrahmane Bouguermouh. Avant de nous quitter un certain 3 février 2013, il insistait sur la nécessité et l'importance de la transmission du savoir, du travail sur notre mémoire, sur nos valeurs, sur notre identité. Abderrahmane Bouguermouh, dans sa solitude extrême, il portait en lui la douleur d'une enfance sacrifiée dans une Algérie colonisée. Dans sa jeunesse, bien sûr, il souffrait de séparation, d'exil, d'éloignement adulte, d'incompréhension des siens. Cette émission lui est dédiée, cette émission lui est consacrée. Nabil Tribesh et le staff de l'émission Ciné Thématique du Studio 7 de Canal vous souhaitent la bienvenue. Marhaba bikoum. Votre soirée cinéma sur Canal Algérie sera longue et sera composée de 2 parties. La première sera consacrée à un documentaire émouvant qui nous ouvre les portes de la maison du défunt Abderrahmane Bouguermouh dans une interview personnelle et intimiste réalisée par un ami à lui, un militant de l'identité nationale. Il s'agit du réalisateur Ali Mouzaoui. Ce travail a été fait au moment où Bouguermouh s'est retiré, s'est éloigné pour vivre dans sa colline désormais non oubliée, grâce bien sûr à ses efforts à lui et à des hommes et à des femmes comme lui qui ont défendu l'identité nationale et ses composantes. Sans plus tarder, je vous invite à découvrir un extrait de ce documentaire, encore une fois émouvant, signé par Ali Mouzaoui, et on revient juste après. Restez sur Canal. On meurt. N'importe quelle manière, en croyant pas, en pratiquant pas, accidentel. Mais ce qu'il reste d'une mort, c'est la mémoire après. On continue à vivre, il y a une deuxième vie, mais qui se fait par les autres, par cette mémoire. Les gens qui se rappellent. Il a fait ça, il n'a pas fait ça, et ça nous emmène donc à pénétrer d'autres personnages, à pénétrer l'histoire et à pénétrer le vécu des autres et du mien par rapport à eux. Et on rentre dans ce qu'on appelle la vie, quoi. Ça, c'est la vie. C'est pas. Et on se met à lire. On ne lit plus Quel propos fort, quelle simplicité, quelle humilité. Le titre du documentaire de ce soir, réalisé en 2013, s'intitule « Mon ami, mon double ». La deuxième partie de la soirée sera consacrée à un film. Bien sûr, nous avons reçu d'innombrables et plusieurs demandes de sa diffusion. Kahla ou Baïda, le film de Abderrahmane Bouguermouh, qui, selon nous, est l'un des plus beaux films algériens, un chef-d'œuvre cinématographique qui reste indémodable, la fierté de la télévision algérienne, la fierté de la RTA, de l'ENTV, de l'EPTV, cette institution qui a tout le temps accompagné et œuvré pour le rayonnement du cinéma et bien sûr sa promotion en Algérie et ailleurs, pourquoi pas. Le casting de ce film est juste fabuleux, prestigieux. Ahmed Ben Issa, سيد احمد اقومي، قاسي قسنطيني، شافيه بودراع، عثمان بشيخ، دليل رماس، ورديه حميطوش، et bien évidemment Sofiane Bouguermouh. Le rôle de Rabi, le jeune, a été interprété par Amin Ben Ammar. Et puis pour la partie technique, il n'y a rien à dire. Mohamed Ouadah à l'image, Abdelhamid Aktouf, Mohamed Daoutaïssa, c'est un véritable chef-d'œuvre cinématographique algérien. Ça va nous renvoyer vers une Algérie magnifique, une Algérie qui nous manque aujourd'hui. Tout simplement, je vais vous laisser découvrir ces extraits. Vous allez passer, je pense, une belle soirée nostalgique, mais avec beaucoup de valeur au bout de la soirée. Allez, on regarde Nabil Tribesh et on revient juste après. ايه يا عسرة تعرف ان نهار كنت نشرب لا بيرغولا سان جيرمان دي بري
سين ميشيل. تعرف في هذاك الوقت مون بلاد داك الساعات مازلت بيكينيني كاع. اسمع يا رجل، اتسلف لنا 10,000. راهو غير تكل عليا. واقيلا حبيتني نبعث موندات لولادك. ايه يا حسرة يا العرم، الاصحاب كيما نتايا. شكون هذا؟ بولي اشتراكية. اشتراكية تاعنا؟ لا جدة. اشتراكية تاع الزوالية. سقسي مصطفى يفهم. هيا طلع بها. وشني؟ كيفاش وشني؟ ب20,000. خلي اشتراكية تاع الزوالية المركزية يا اخي ما يحتاجوهاش. كي تقول اشتراكية ما تلقى لا مسكين لا مرفه. فاقو ولكن ضرب بيه لسان ناس في السمش. ولاد مركزية ياكلوهم ما هذه هي الاشتراكية. بكري كنا ميتين بالشر والقراية كانت الاخرين. بصح اليوم لازمك تكون فرحان كي عندك زوج خوا كيما مصطفى وعلي، وعندك صاحبك كيما انا. وانايا راك على بالك احنا محتاجين جوية صوارد وساسية. يا اخي قلت لكم ما تخممش على الاساسيه. كي لادمينستراسيون تعول شنو هذه تاني؟ مازالك صغير، من بعد تفهم. نعلبوه. ينعلبو يماه، هيا طلع بهم. شني؟ كيفاش وشني؟ دير روحك على بالك شنو؟ Elle sera longue et vous devez rester avec nous pour découvrir l'intégralité de ces deux films. Donc première partie, donc un documentaire signé Ali Mouzaoui, Mon ami mon double, et en fin de soirée, Kahla Baïda, le film de Bouguermouh, qui parle bien sûr de fraternité, de fair play, de solidarité sociale et d'amour aussi. Celui qui va m'accompagner ce soir dans cette émission, j'allais dire spéciale, c'est un honneur pour moi d'accueillir un ami à Abderrahmane Bouguermouh, un ami à tous les hommes de culture en Algérie, un militant de l'identité nationale. Il s'appelle Ali Mouzaoui. Il a contribué massivement à la promotion de notre culture, de notre patrimoine et de notre identité à travers d'innombrables travaux. Sans plus tarder, je vous invite avec moi à l'accueillir sur le plateau de Ciné Thématique pour la première fois, et ça sera juste après ça. Monsieur Ali Mouzaoui, bonsoir. Écoutez, c'est un énorme plaisir pour moi de vous recevoir après tant de fois, d'appels, de rencontres peut-être dans des festivals, mais aujourd'hui vous êtes là et je suis vraiment ravi de vous accueillir. Merci Amir. C'est un grand plaisir. C'est un plaisir immense pour moi aussi. Oui. D'abord, on est ensemble, on va faire une émission ensemble, oui, parler de choses exceptionnellement belles, parler de culture, et puis quand même c'est la troisième fois peut-être qu'on s'appelle et qu'on ne concrétise pas. Oui, qu'on ne concrétise pas. Voilà. Pour de bonnes raisons. En tout cas, tout à fait. On vous a suivi avec Kalim Amiti dans Culture Club pour célébrer Yenayer, et c'était une émission, selon nous, de l'une des plus belles émissions de la télévision nationale. Merci beaucoup d'accepter notre invitation. Quand vous m'avez envoyé votre biographie, franchement, je me suis dit comment je vais présenter Ali Mouzaoui, comment ai-je pouvoir le présenter à des téléspectateurs qui ne le connaissent pas. Ali Mouzaoui, né dans les montagnes de Kabylie, j'aime beaucoup ça sur votre biographie. Vous revendiquez votre esprit algérien. Tout à fait. Et après, ça a commencé à partir de 1971 dans la RTA, votre stage en URSS, ex-URSS. Vous formez à la télévision nationale, vous signez d'innombrables documentaires, que ce soit les vôtres ou avec des amis, des collègues, des hommes de culture, y compris bien sûr Bouguermouh, avec lequel vous avez travaillé sur un de ses plus beaux films, La colline oubliée. Pour votre compte, le téléspectateur de Canal Algérie vous a certainement connu et reconnu et approuvé dans ce magnifique documentaire
d'El Mouloud. D'El Mouloud qui est selon nous une des références cinématographiques et intellectuelles, culturelles de l'Algérie contemporaine, bien sûr avec Rachid Mimouni, Boujedra, Aït Mguillet et Tahar Djaout. Voilà, Tahar Djaout. Pas Boujedra, Tahar Djaout. Tahar Djaout plutôt, oui. Ben écoutez, je pense que le rôle d'un cinéaste, c'est de faire des films. On fait des films, pas forcément que lorsque les conditions sont réunies, l'idéal et tout ça, mais nous sommes appelés à laisser des images parce que c'est notre mémoire aussi, avec le temps qui va vite, avec l'avalanche des autres cultures qui nous tombent sur la tête, la nécessité d'être présent est impérieuse. J'ai travaillé sur D'El Mouloud juste après son décès, même si je l'ai rencontré quelque temps avant avec Mzia Nourad, dans le but d'entrevoir un projet sur Si Mohamedou Mahd, qu'il voulait absolument en Kabyle. À partir de là, au décès de Mamiri, je me souviens, on ne disposait même pas d'une photographie quand on a annoncé son décès. Et nous sommes arrivés quand même à collecter quelque chose comme 12 heures d'images. Nous les avons travaillées ici à la télévision. Il fallait passer de l'image en tant que signal vidéo et de les fixer sur du négatif. Donc ces archives existent sur le négatif. Nous ne pouvions pas entrevoir un film documentaire sur Mamiri comme nous le voulions. Pourquoi ? Parce qu'on aurait fait autre chose. Étant donné sa mort brutale, nous ne pouvions que nous intéresser d'abord à ses dires, à son verbe. Mamiri est un puits, c'est un savant, c'est un homme de culture, c'est un homme qui nous a révélé des choses immenses. J'ai traversé Timouimoun sans que je sache que c'était une région berbérophone. Avec Bellil. Tout à fait. Je suis revenu sur les traces de Mamiri et là je découvre l'Ahlil, un pan de notre culture époustouflant, de chorégraphie, de poésie, de fond littéraire sans auteur, parce que c'est collectif. Où l'Ahlil, chaque fois qu'un poème tombe, il est repris par ceux qui vivent l'Ahlil et par ceux qui aiment l'Ahlil. L'Ahlil est devenu aujourd'hui patrimoine immatériel de l'humanité et j'ai la fierté de dire que j'ai participé quand même à faire le documentaire qui a été présenté dans le dossier pour l'UNESCO avec Rachid Bellil, effectivement une production du CNRPH. Ça, pour Mamiri, sans oublier son impact sur nous dans nos lectures, parce qu'il a fait partie quand même de quelqu'un qui a été aux avant-postes d'une revendication, pas de la même manière que nous. Mamiri a revendiqué sa culture tamazigh déjà très jeune, quand il a commencé à traduire la guerre de Jugurtha de Salluste. Il avait un exercice latin pour traduire 2 ou 3 pages. Et puis quand il s'est rendu compte, selon ses dires, que ça parlait de nous, il a été pour traduire tout le livre. Mamiri a été, je pense, parmi ces écrivains qui s'est assigné une mission contre l'oubli, mais aussi une mission pour la création, tout en restant dans une fidélité à ses idées, aux principes humains. J'aime bien quand il dit « je n'ai pas l'habitude d'avoir le petit doigt sur la couture ». Mamiri ne rentre pas dans les rangs. Et Mamiri est un homme très apaisant, ceci dit. Ce n'est pas quelqu'un de tonitruant. Mamiri est un homme de chantier, de terrain. Et parmi les choses qui sont les plus fascinantes, c'est aussi un pédagogue. Il sait faire intéresser. Il sait ramener les gens vers l'essentiel. Mamiri, c'est quelqu'un qui s'émerveille même devant ses étudiants. Et c'est une meilleure façon d'encourager. Et dans son travail immense, d'une dimension universelle, et je pense que c'est peut-être ce qu'il y a de plus important, il a été un phare éblouissant. Je dis bien éblouissant parce que Mamiri
a charrié une élite. Seulement, il a été aussi à son origine. Il a été entouré. Il a vécu au rythme de la jeunesse. Il n'avait pas son âge. Il vivait au niveau, je dirais presque avec l'âge de ses étudiants qui allaient en montagne sur Talaguilef, chanter, danser, Mamri dansait parmi ses élèves, parmi ses étudiants. Et il a été aussi contre les bourrasques. Mamri ne pliait pas. C'était pas un roseau, c'est un olivier. Et c'est son arbre préféré. Et c'est pour ça, c'est pour ça qu'on a évoqué ce travail-là, tellement précieux et utile et nécessaire aujourd'hui pour la jeunesse, pour la suite, pour la transmission. Parce que je voulais revenir sur les propos du défunt Abdelrahman Bouguelmouh qui insistait avant son départ dans cette solitude extrême. Vous allez nous raconter un petit peu comment il a vécu ces 3 dernières années avant de nous quitter. Mais en tout cas, il insistait sur ce pouvoir transcendant du transfert, de la transmission, du legs d'une histoire et qui reste immortel. Comme le dit lui, la résistance de ces pierres, de cris de pierre, la résistance de la terre, à la mort, cette immortalité infinie de la terre. Tout à fait. Pourquoi la transmission du savoir? D'abord parce que il est évident, les hommes partent. La vie humaine prise dans l'axe du temps, ce n'est pas beaucoup. Et puis, ce qui reste, c'est le produit de l'esprit. Qu'avons-nous dit, qu'avons-nous fait, qu'avons-nous écrit, qu'avons-nous lu? C'est ça qui est important. Et ça, je reviens encore une fois à Mamri, qui était un homme extrêmement paisible et apaisant. Je pense que le fait qu'il disait « Thamazigh n'est pas dirigé contre quelque chose ». Il est dirigé pour quelque chose. Tout à fait. Et ça, nous le retrouvons aussi chez Kateb, qui n'est pas un mazighophone, qui est parmi les plus convaincants des défenseurs de Tamazight, des plus grands, je dirais celui qui a le plus revendiqué Tamazight, et tout en étant ouvert sur le monde. Et Mamri avait cette ouverture. Et Bouguelmouh est dans la continuité de ce savoir, je dirais même qu'il a été au centre des confluences. C'est plusieurs ruisseaux qui viennent, des ouèdes, des torrents, ça vient de partout et ça vient vers un centre qu'il a été lui-même. C'est ce côté d'être avec Malik Haddad, Taous Amrouche, il y a une grande différence d'âge. Et Bouguelmouh disait, j'ai toujours fréquenté mes aînés, des gens plus âgés. Mamri est né, dans mes souvenirs, je crois que c'est en 1917, Taous Amrouche en 1913. Et c'est des gens qui le ressentaient presque de la même génération. C'est la même génération parce que c'est les mêmes inquiétudes. C'est les mêmes fixations obsessionnelles dans le but de reconquête d'une culture qui partait tout le temps. Mais ça reste le socle essentiel sur lequel vont venir se greffer d'autres éléments, s'amalgamer d'autres cultures. Et c'est ça qui fait la beauté de ce pays. C'est cette grandeur de plusieurs cultures. Nous sommes des Méditerranéens, nous sommes des Africains. Et tout ça va venir faire quelque chose de merveilleux. C'est une richesse, effectivement. Ce soir, vous écoutez parler, ce soir, vous entendre parler sur ces noms-là, vos amis qui ont contribué d'une manière extraordinaire et massive, j'allais dire, à la culture algérienne, à la reconstruction de cette identité perdue à cause de plusieurs colonisations en Algérie. C'est un peuple meurtri. Et récemment endurci aussi. Et endurci par les épreuves, mais en même temps par cette décennie noire qui a complètement déconfiguré l'Algérie qu'en émettant. Ce soir, j'ai envie de rendre hommage aussi à un ami, à quelqu'un qui faisait partie désormais, parce qu'il nous a quittés, de la corporation du cinéma, des métiers de l'audiovisuel, bien sûr Youssef Goussem, qui dans un geste ultime, dans un geste dramatique, tragique, celui de s'immoler, parce que on l'a pas payé, il faut dire les choses comme ça. C'est très malheureux, c'est une actualité encore une fois dramatique qui a marqué la semaine dernière, jeudi passé, il nous a quittés, il a succombé à ses blessures, malheureusement. Est-ce que vous pensez aujourd'hui
Monsieur Ali Mouzaoui, vous qui avez travaillé dans des conditions pénibles, comme le disait aussi Bouguelmour, pour faire la colline oubliée, il devait aller taper dans toutes les portes, faire presque de la mendicité, demander de l'aumône pour faire un travail éternel, un travail qui peut être essentiel pour tout le monde, pour la construction d'un pays fort. Est-ce que vous pensez que les choses ne se sont pas améliorées en Algérie? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne reconnaît pas encore les métiers de l'audiovisuel, de la radio, du spectacle? Est-ce que ça reste toujours considéré comme des métiers, des sous-métiers? C'est comme ça, parce qu'on ne les paye pas. On paye le médecin quand il ausculte, on paye le mécanicien quand il répare une voiture, on paye le boulanger quand il nous offre ou quand il nous vend son petit pain ou croissant, mais on ne paye pas Youssef Goussem parce qu'il a fait un travail sur l'identité, sur le patrimoine, sur la culture, sur le spectacle. Voilà. Je salue la mémoire d'un homme qui est parti très tôt. Je salue aussi le courage de sa famille, de sa veuve, de ses enfants, de ses collègues. Et j'avoue que Youssef est parti dans un geste de désespoir. Quand vous êtes face au mur, et que derrière vous, il y a une armada de gens qui vous ont accompagné et qu'il faut payer. Il faut payer les gens. Là, vous êtes vraiment dans une situation où on peut être tenté de plonger dans le vide. Une année avant, c'était d'hier. Hein? Tout à fait. Que j'ai vu dans les couloirs de la télévision à un certain moment. On s'est salué. J'étais sidéré d'apprendre son décès 3 jours après. Et Youssef m'a appelé aussi. 2 jours avant cette tentative malheureuse de s'immoler. Et je ne sais pas pourquoi il m'a appelé. Il m'a juste dit, si tu es à Tizi, on va se voir. J'ai dit, quand je viendrai sur Tizi Ouzou, on va se rencontrer. Et je l'ai vu à l'hôpital. J'ai posé la question, quel est l'objet de ce rendez-vous qui n'a pas eu lieu? Et il m'avait regardé en disant, nous en parlerons après. Ben, le hasard a fait que l'on n'en parlera plus jamais. Les conditions de travail sont pénibles, mais nous faisons partie de la vie de l'Algérie. Nous faisons partie d'un peuple, nous faisons partie d'une société. Cette société a des problèmes, nous les vivons. Mais à cela s'ajoutent des conditions très contraignantes. Il faut être fort pour faire ce métier. Il y a une préparation physique pour être cinéaste. Il faut une préparation physique. Ça, il faut le savoir. Il faut avoir des nerfs d'acier. Mais c'est notre métier aussi. Nous n'avons pas le droit de baisser les bras. Quitte à filmer avec un portable, il faut faire des images. Maintenant, pour dire, je ne crois pas que nous soyons différents des autres corporations. Seulement, nous prenons des coups sans avoir les gants pour répondre aux coups. C'est ça qui est un petit peu pénible. Nous faisons des films parfois en se disant tiens, l'année prochaine ça sera meilleur, donc je vais me sacrifier sur ce film. Mais chaque fois il y a des mutations. Mais vous êtes, bien d'accord avec moi qu'aujourd'hui nous vivons des problèmes, il faut les énumérer, il faut en discuter. Aujourd'hui, tout le monde le sait, il y a Internet, il y a Facebook, ça parle de tout. Il y a un collectif qui s'installe, il y a des gens qui veulent discuter, qui veulent parler pour améliorer le travail cinématographique. Écoutez, moi je ne suis pas habitué à être en groupe, je n'aime pas les troupeaux. Oui. Je n'aime pas les troupeaux. Je pense que l'essentiel, c'est de revenir au travail. D'accord. D'améliorer les conditions de travail. Comment? Parce que nous sommes souvent englués dans du verbiage inutile. Mais rassurez-moi, M. Ali Mouzaoui, est-ce que se concerter, dialoguer, discuter dans un but d'améliorer, je dis bien d'améliorer, est-ce que ce n'est pas essentiel selon vous? Est-ce que chacun de nous doit continuer à faire ce qu'il fait? L'idéal d'abord est de revenir vers cette notion des moyens de faire un film, de fabriquer un film. Pour fabriquer un film, il y a plusieurs conditions qu'il faut réunir. Mais je reviens à ce qu'avait un jour dit Azdine Medour, qui nous a quittés aussi prématurément. Il disait, entre choisir les moyens et la liberté, je choisirais la liberté.
Oui. Elle a dit avant on avait les moyens, mais on n'avait pas la liberté. Maintenant qu'on a la liberté, on n'a plus les moyens. C'est évident, c'est évident. Mais il y a des mutations, où il y a des choses positives. Il fut un temps où un mot de kabyle n'était pas toléré. Oui, c'est vrai. Sur les télévisions ou dans le cinéma. On est arrivé aujourd'hui à faire une production en langue amazigh. Oui. Et on en fait au niveau des Chaouis, au niveau des Touaregs, on en fait en Kabylie, on en fait un peu partout, parce que justement cette revendication n'est pas propre à une région, elle est nationale. Oui. Que ce soit chez les Bnisnous, chez les Chenouis de Tipaza, chez les Bni Mnassar de Blida ou je ne sais quoi, mais ça existe, c'est l'air que nous respirons. Ça, c'est un pas énorme de pouvoir revenir au lit initial au cours du fleuve. Oui. C'est l'originel. Et ça, c'est important. Maintenant, il y a eu une ouverture brutale de l'audiovisuel sur la société comme ça, et n'importe qui fait du n'importe quoi. Oui. Il faut revenir vers une formation, il faut revenir à la refonte des moyens. Il y a des cahiers de charges que les télévisions doivent avoir. Il y a une professionnalisation du métier vers laquelle il faudrait revenir. Oui. Il faut revenir vers les écoles. Oui. Ça, je ne cesse pas de le répéter personnellement. Mais nous avons aussi perdu trop de temps dans des réunions qui n'aboutissent pas, vers des possibilités aussi. On sait bien qu'il y a des tiroflons aussi. Il y a des gens qui ont fait 20 ans sans produire un film et qui se revendiquent cinéastes. Ça ne peut pas continuer aussi. Il y a eu une surcharge même dans le circuit d'État. Quand nous étions dans le circuit d'État, 200 réalisateurs. Et lorsqu'on revient à ceux qui travaillent, on trouve qu'il n'y a même pas une dizaine. Et vous avez parlé de Mazérité. Aujourd'hui, l'Algérie, heureusement, encore une fois, a officialisé la Mazérité. C'est une avancée considérable. C'est une avancée considérable. Et puis, vous avez aussi parlé de réguler le métier. Il est nécessaire aujourd'hui qu'il y ait des autorités qui régulent et qui observent et qui ont un droit de regard sur tout ce qui se fait à la télé, que ce soit dans la diffusion ou que ce soit dans la pratique ou derrière les murs et les bâtisses de ces télévisions nouvelles. Et voilà, pour qu'on aille vers une télévision productive et compétitive et nécessaire et qui ajoute de la culture. Le documentaire Mon ami, mon double, encore une fois, on revient à ce documentaire car il s'agit de cela ce soir. Une confrère de France 3 le voit et elle le qualifie d'un documentaire initiatique, d'un film complètement différent, c'est-à-dire un film qui marque. De par la thématique qui est dedans, c'est le premier film qui parle de l'homme, de la mort, de choses intimes. Comment vous avez pu, Ali Mouzaoui, transgresser cette intimité tant voulu par Abdelrahman Bouguelmoua? Finalement, il vous dit dans le documentaire, je suis dans cette grande maison, je me sens seul, mais c'est un choix, j'ai voulu le faire. Comment avez-vous pu justement ouvrir cette porte avec une caméra, voir les premiers jours avec des techniciens que Abdelrahman Bouguelmoua ne connaissait guère, mais il arrivait quand même à s'exprimer sur des choses, sur sa sexualité, sur sa façon de voir la femme, sur sa façon de voir les amis, sur la façon de danser à Paris, de fréquenter des endroits où on pouvait prendre de l'alcool. Toute cette intimité liée au personnel a été déballée, si j'ose dire, excusez-moi le terme, dans ce documentaire, encore une fois, captivant et touchant. Mon intention était d'accompagner un ami qui avait beaucoup de choses à dire. Oui. Accompagné Abdelrahman Bouguelmoua pendant 3 années. Ça a été un ami bien avant, puisque j'ai été sur la colline oubliée comme conseiller artistique jusqu'au moment du début du tournage. Et nous avons partagé le pain. Et nous avons partagé les silences aussi. Avant d'ouvrir la porte de Abdelrahman Bouguelmoua, je pense que j'ai ouvert d'abord son cœur. C'est une amitié exceptionnelle parce que c'est une amitié naturelle, c'est une amitié spontanée sans retenue. Oui. Bouguelmoua, quand il vous adopte, j'ai l'impression qu'il vous fait sien d'abord. Parce qu'il y a une sphère à la fois intellectuelle, de sensibilité et de culture.
À partir de ce moment, je l'ai accompagné quand il le voulait. On ne filmait que lorsqu'il se sentait d'aplomb. Que lorsqu'il y a des moments propices à la création, à ce qu'ils se mettent à parler. Et c'est à ces moments-là qu'on arrivait et qu'on choisissait l'endroit où on devait discuter. C'est un film plutôt existentiel. C'est la première fois que je constate que le film est fait par les hommes ou les femmes qui le regardent. Un film est fait par les spectateurs et c'est la chose la plus importante. À qui s'adresse-t-on? C'est à partir du moment où on cible un public intellectuel que le film prend une dimension intéressante. Nous parlons de la mort, nous parlons de l'absence. Bouguermouh parle de la solitude, il parle aussi de son travail, de ses conditions de travail, il parle des amitiés. Des amitiés fondatrices, des amitiés qui vont vous façonner. Et c'est un peu ce qui a été essentiel et comme attrait aussi pour faire ce film. Il est évident qu'il n'est pas difficile de cerner un homme dans un coin et d'aller scruter son univers intérieur, de jouer sur sa sensibilité comme un joueur de harpe. Il est d'une sensibilité extrême et ses fibres ont résonné comme nous le souhaitions, c'est-à-dire de ne rien cacher. Maintenant, c'est pénible. C'est pénible. C'est un film très difficile à supporter. Parce que aussi nous avons mis le doigt sur des douleurs qui ne se referment jamais. Et j'ai vu ce grand homme dans une courbe dramaturgique déclinée comme un beau soleil. Et il s'en est allé pratiquement une semaine après avoir bouclé le film. C'était un point final. C'est un point final dans une atmosphère de feu dans l'âtre, d'un feu qui réchauffe. C'est une scène qui se termine au milieu des amis, où l'on a partagé encore une fois le pain. Avec ce chasseur qui lui ramenait son tout à fait, que je salue au passage. Voilà, et avec vous, des gens simples, des gens d'une extrême simplicité, et il n'est pas évident d'intéresser les gens simples. Et monsieur Ali Mouzaoui, pour avancer dans l'émission, parce qu'à vous écouter, on aimerait faire une émission de 3 heures, franchement. Merci. Mais comme on a peu de temps, donc on va accélérer un petit peu la cadence en essayant de décortiquer la démarche. Le roman Anza, c'est ça, c'est 477 pages apparemment de condensé. C'est un petit peu l'histoire de l'Algérie en regardant l'histoire de Bouguermouh. Le 8 mai 1945, chronologiquement, on va un petit peu avancer chronologiquement. 8 mai 1945, un événement majeur qui a marqué Abdelrahman Bouguermouh comme il avait marqué Kateb Yassine, comme il avait marqué plein. Il était à Sétif. Parlez-nous, mais rapidement, de cette ville, Sétif, qui a tant influencé le parcours de ces hommes incroyables. Abdelrahman Bouguermouh a débarqué à Sétif à une période cruciale. Fils d'instituteur, il avait les privilèges d'un enfant qui a gardé ce côté paysan, de montagnard. Seulement, en venant à Sétif, il découvre un monde particulier différent d'Azram Khan, parce qu'à Sétif, c'est ce kaléidoscope de gens différents. Il y a du français, du pied noir, du juif, de l'arabe, du berbère et tout ça. Et les choses, ces relations, cette atmosphère favorise énormément une certaine quiétude propre pour se former. Parce que vous pouvez tendre l'oreille, il y a des choses à écouter. Il y a des pulsations souterraines qui viennent de la ville de Sétif, qui n'est pas une ville conflictuelle. Sétif, à cette époque, et je pense qu'elle a gardé la tradition, est une ville joyeuse, cette ville continentale, très farouade en hiver, mais aussi une fournaise en été.
Bouguermouh s'est épanoui au lycée Albertini, où il a quand même... Aujourd'hui, lycée Qirouani. Tout à fait, où il a rencontré plein de petits amis. On voit les photos assez souvent dans le documentaire, où on le voit en médaillon. Et ça va être une période qui va le marquer à vie. Il revient à Sétif plusieurs fois. Il va rendre un grand hommage à sa ville d'adoption avec Kahla Bayda, mais aussi vous évoquez un très beau roman que malheureusement on ne trouve pas sur les étals des librairies, c'est Anza. Anza, c'est ce que le cinéaste parfois n'arrive pas à dire et qu'il va dire avec la plume. C'est un roman absolument à lire et Sétif occupe une place importante dans ce roman. Donc on revient au 8 mai 1945, qui est le drame, la gifle qui va donner à la conscience. Mais je pense que Bouguermouh l'avait déjà. Seulement, quand quelque chose se manifeste dans la douleur, il se grave beaucoup plus profondément en nous. C'est la période des grands sentiments. Je pense que la jeunesse, c'est cette période où l'on absorbe, où l'on prend en soi un ensemble de sentiments qui vont faire notre personnalité. Avec le temps, ce qui va venir par la suite, nous amassons les moyens de nous comprendre et de nous analyser, de voir qui sommes-nous. Cette période sétifienne, il a bénéficié aussi d'une maison d'accueil, d'un foyer d'accueil des grands hommes. Dans la rue Lévy, ex-rue Lévy. Tout à fait, où vont aboutir ceux qui vont façonner la trajectoire nationale d'une Algérie, qui va porter la révolte libératrice, qui va porter la révolte de l'émancipation et qui va placer l'Algérie dans le concert des nations. C'est-à-dire Farhat Abbas, Farhat Abbas, tout à fait, Genifi, Boumenjel et tout ça. Donc, imaginez un enfant qui voit ces grands hommes débarquer. Où se tiennent des réunions, où se tient aussi le rêve d'une Algérie indépendante, tout ça va le marquer. Monsieur Ali Mouzaoui, on va progresser, hein. on va avancer, parce que l'enfance, on a bien compris comment le terreau où il a grandi, Rabbi Rahmou Abdelrahman Bouguermouh, avec cette conscience acquise dès le départ de la nécessité de se battre pour décrocher sa liberté, mais aussi cette jeunesse. La jeunesse qui est aussi fascinante que la partie première, c'est-à-dire celle de l'enfance, parce que là, il va être attaché et accroché à un personnage, à une personnalité algérienne incroyable qui va influencer sa vie et il va lui-même influencer la vie de cette personnalité. Il s'agit de Melek Haddad. D'ailleurs, quand il parle, lui, de Melek Haddad, on dirait qu'il parle d'un seigneur, d'un prophète. Il vous dit, Melek Haddad, pour moi, c'est l'exemple parfait, c'est le beau gosse, il a une allure, il a une taille incroyable. Il est fasciné à la fois par le physique, par la carrure, par la démarche, par la classe de Melek Haddad, mais encore, quand c'est un intellectuel, il est encore plus captivé par les paroles et les écrits et la pensée malekienne, si je veux dire. Exact. Seulement, ce qu'il y a à relever aussi, c'est que dans ces va-et-vient, Abdelrahman Bouguermouh avait gardé un lien indéfectible imposé par le père. Le retour à la terre, le retour à la montagne. Et toutes les vacances d'été, toutes les vacances, il faut revenir à Tamourt pour ne pas l'oublier. Bouguermouh est aussi l'enfant d'Ouzleguine. Ouzleguine, c'est la montagne. Bouguermouh est un chasseur. C'est quelqu'un qui aime marcher. C'est quelqu'un qui a le sens du parfum de la terre. C'est très... La terre a un parfum. Il n'est pas décelable facilement, mais quand on sait écouter ces battements de la terre qui nous a donné naissance, on comprend qu'il y a des messages que la terre transmet et il les a reçus. Seulement, c'est ce qui va faire peut-être un petit peu l'essor, l'élan de pousser cet enfant vers d'autres horizons et découvrir les grands hommes dont vous parlez et qui vont le marquer, et particulièrement Melek Haddad. Melek Haddad, je pense qu'il a de commun cette élégance qu'avait Bouguermouh. Pas seulement une élégance extérieure,
mais l'élégance de l'âme, l'élégance, si vous voulez, des seigneurs. Ils allaient au-dessus de la foule. Ils allaient au-dessus de la foule, pas dans le sens de la pacotille, mais plus dans le sens de recevoir une culture, dans le sens de l'esprit. Et ça, c'est important. Malek est un écrivain brillant. Malek, qui est originaire de Tizirnif, qui va grandir à Constantine, lui aussi, de ce déracinement intérieur, va connaître les grands paradoxes et les grands conflits d'une Algérie qui souffrait du joug colonial. Et c'est des gens qui ne se soumettent pas seulement dans le sens de la culture. Il a laissé une phrase que j'aime beaucoup. Il disait, il se peut, je n'ouvrirai jamais, je mettrai dehors un parachutiste, mais je ne fermerai jamais la porte à Molière. Oui, c'est une phrase très importante, un propos qui reste dans les annales. On ne ferme pas la porte à la culture. Au savoir. Au savoir. Monsieur Ali Moussaoui, on va revenir, on va permettre aux téléspectateurs de découvrir Mon ami mon double. Pour ceux ou celles qui l'ont vu, bien sûr, ils vont le redécouvrir et c'est un travail, franchement, croyez-moi, c'est un documentaire à voir et à revoir, plein de sensibilité, avec beaucoup d'émotions. Il est touchant parfois. Bon doc sur Canal Algérie. Nous, avec bien sûr Ali Moussaoui, on regardera le documentaire avec vous et on revient dans pratiquement 52 minutes pour la deuxième partie de cette soirée. On en discutera avec Ali Moussaoui sur d'autres aspects, sur Taous Amrouche, sur les connaissances de l'amitié et puis sur cette fin tragique aussi, il faut le dire, d'Abdelrahman Bouguelmouh. C'est une soirée spéciale Bouguelmouh, hommage à cet homme de culture, à ce penseur, à cet écrivain, à ce cinéaste. Nabil Tribèche, envoyez-nous le doc et on revient dans 52 minutes pour la deuxième partie. Et le film, n'oubliez pas, Kahla ou Baïda jusqu'au bout de la nuit. Tu sais, quand on dit dans ce genre de sentiment, l'affection, on dit souvent ma femme est ma moitié. Et moi, je peux dire que mon ami est mon double. Autrefois, il y avait un village qui s'appelait Tara. Là vivait une jeune fille. Pour la chance ou pour la malchance du pays, va savoir, qui était très très belle. C'est évident que tout le monde la convoitait et les riches étaient sûrs que ce sera l'un d'eux qui la prendra. Le cher pensait que ce sera lui, etc. Mais elle aimait le berger du village. Un jour, le berger a décidé de l'enlever, ils sont partis. Poursuivi, paraît-il, blessé, lacéré. Elle est allée s'étendre là-bas, sur cette montagne qu'on voit d'ici, qu'on appelle la femme couchée, et qui est devenue comme l'œil de Caïn, comme l'œil de l'amour sur ce village-là, une symbolique donc, qui remonte à déjà très loin. Ils le comprennent, c'est les vieux qui racontent, mais ils ne peuvent pas faire autrement, parce qu'on vit dans des traditions que nous avons épousées, qui ne sont pas les nôtres, mais qui se sont imposées ici, qui nous ont épousés plutôt. Et personne n'a voulu essayer de sortir de ça, commencer à avoir plein de chiards et de choses qui ont donc démystifié tout ce qui est beau, et l'amour est devenu un blasphème.
se trouve que les gens qui racontent cette histoire de ce village, c'est des vieux. Donc eux-mêmes ont su ce qu'ils ont perdu. Ils savent très bien, et quand ils te parlent de l'Anza, ils savent très bien que c'est leur propre conscience qui les interpelle. Et la conscience des anciens, la conscience des mâles, c'est la malédiction du pays, parce qu'on a supprimé ce qui est beau dans le monde, parce qu'on a supprimé l'amour. Et depuis, Antara, la tribu ne peut se soustraire à l'Anza des amants. En face, à l'horizon, Taous s'est allongé pour mourir. Regardez-la. Elle est en face, au sommet de la montagne. C'est la femme couchée. Il y a autre chose aussi, ça fait maintenant des siècles. Des gens jurent qu'on passe en tard le soir par les ruines de Tara, ils entendent l'Anza. L'Anza qui est toute une symbolique. Tara, qu'une beauté avait vidé de son âme, n'est désormais habitée que par les fantômes. Des pèlerins attardés racontent qu'ils ont entendu l'Anza de Tara. Selon le mythe kabyle de l'éternel retour, l'Anza est le gémissement du sang des victimes qui ne se taira que lorsqu'elles seront vengées. L'amour en lui-même, il est vrai que ici, on ne peut pas en parler. Ce n'est pas possible d'aller à Tajmat, de t'asseoir et de te dire et d'entendre quelqu'un dire tiens, celui-là, il aime celle-là et vice-versa. Ce n'est pas possible. Il reste simplement que ce sentiment demeure, comme dans tous les autres pays, un sentiment essentiel de la vie d'un homme. Mais dans d'autres pays, qu'est-ce qui fait les frustrés algériens? Ils sont tous frustrés, les Algériens. C'est parce qu'on les empêche de vivre leur amour tranquillement, c'est parce qu'on les empêche d'avoir une vie amoureuse normalement comme tous les jeunes des autres pays du monde. Et ça devient des frustrés, des violents, des psychopathes. Ça mène très très loin ce genre d'interdit. Emmène-moi loin d'ici. Très loin. Je t'en prie. Loin du cauchemar. À l'avenir, je veux que tu me regardes toujours ainsi. Et que tu soutiennes tous les regards, avec l'orgueil des Almas. Nous sommes dignes, Hind. Nous descendons d'une des familles les plus respectables. Tu es une Alma. Nous tisserons le temps qui nous séparera de la saison des fleurs. N'oublie pas que tu as promis de revenir au printemps. Tu prends le film La colline oubliée, il y a beaucoup d'amour. C'est un très beau film, d'abord un très beau livre d'amour, et puis par la suite un film d'amour. Les jeunes, quand finalement ils finissent par se déclarer, ils se déclarent à la troisième personne du pluriel. Ils ne peuvent pas se déclarer directement alors qu'ils sont seuls. هي مناش تصوي ذيك يحمل وذي يحملن طقنا لنا مناش هي تسوني تدني نارا. Les jeunes n'arrivent pas à se libérer complètement parce que ils ont encore le respect de la collectivité, du village, de la reste. Quant aux femmes, elles restent soumises, elles sont niaises. Soumises, il faut qu'elles restent soumises et elles ne peuvent pas déroger, ou alors il faut être, pour elles, il faut absolument avoir les bachots, et c'est comme pour l'homme, et quitter
et quitter le village et aller vivre ailleurs ce qu'elle aurait voulu vivre dans son propre village. On parle d'autre chose? ما تلومنيش يا ولدي، تلومنيش. العود الرجل يموت ما يبقى غير الشراب والأرض. ما نلومكش يا بويا، على بالي بيك واش درت. Les premiers souvenirs qui ont fait que je sois plus qu'attaché à la terre, que cette terre soit mon moule, et ce qui fait l'ensemble d'une collectivité, d'une union, d'une société, tout ça se résumait en la terre. Tu entends ce mot terre, Echel, Tamourt, tu l'entends souvent dans toutes les chansons, dans toutes les poésies, dans toutes les... Alors doucement, j'ai commencé à être imprégné d'un autre sentiment de cette terre. Ce n'est pas simplement ce vieux sol sur lequel je courais, je m'amusais, je piégeais. De plus en plus, je commençais à la penser. Et quand on pense quelque chose, on devient son esclave, on devient son enfant. On a un mot, on devient sa chair. Au bord d'une falaise impressionnante, la nécropole de Rokhnia s'étale sur un cirque où se superposent sur 2 kilomètres les vestiges de 3 civilisations. Des centaines de dolmens regardent les ruines romaines et arabes. Les pierres témoignent. En dehors de cette terre, on n'est rien. Notre seul où on se retrouve, où existe réellement notre identité, c'est sur la terre qui te porte. C'est sur la terre où tu es né. C'est sur la terre que tu as aimé. C'est sur la terre qui t'a aimé. En un sens, entre cette terre et moi, entre Tamourt et moi, il y a un amour charnel. À ce moment-là, seulement, j'ai pu comprendre pourquoi mon père nous ramenait ici, parce qu'il savait qu'on n'avait pas d'identité ailleurs et que la seule identité que nous pouvions avoir et qui sera éternelle et que nous partirons avec ce sentiment, c'est Tamourt indis l'autre, Echel indis d'autre. Cavalier d'un visage sur la pierre gravée, de ta table mémoriale, souviens-t'en. Prends son éclair à l'orage suspendu. Viens, 2000 ans, je t'attends. Viens purifier ma poitrine profanée par les tourmentes de tous les vents. Tous les immigrés, ou presque tous qui ont, avant de partir, leur mère leur fait ici dans notre région, du moins ça se passait comme ça, leur faisait un petit bout de chiffon là où ils mettaient un peu de terre du pays. Tiens mon fils, tu arrives, tu la poses là où tous les soirs tu peux la voir.
Il y avait des immigrés qui... Je n'ai pas besoin de ça, je la vois tout le temps, 24 heures sur 24, à l'usine, au métro, à la maison. Ils sont ici, ils sont étrangers ailleurs. On ne peut même pas faire du nomadisme. Le nomade, il est chez lui partout. Nous sommes d'ici, nous sommes nés là, et nous ne pouvons pas être ailleurs, et nous ne pouvons pas déplacer cette terre, et nous, et ne pouvons pas être autre chose que les enfants de ce pays. Mamri m'a dit, c'était Mamri, oui, je crois. Il m'a dit, on est né pour être absent. Il m'a dit, au milieu, tout jeune, il m'a dit, tout bébé, il m'a dit, la mère, elle met son berceau, là, attaché à la poutre. Il m'a dit, elle le balance. Il m'a dit, il sort dehors et il revient. Il sort dehors et il revient. Il m'a dit, toute notre vie, ça a été ça. Dit, on est toujours parti, L'absence pour qui? Les gens croient que l'absence, c'est pour celui qui reste. Et souvent, l'absence, c'est pour celui qui part. Même s'il voit de nouvelles choses et tout. Mais ce qui est terrible dans l'absence, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est ce qu'on devrait voir. Tandis que pour les autres, l'absent, il est quelque part, il sait ce qu'il fait, il sait ce... Il a dit, mais pour l'absent, il ne sait pas ce qui se passe chez lui. C'est un phénomène inverse qui a été très mal interprété. Et chez nous, on est obligé de partir, toujours partir, toujours partir. Et moi, mon univers, c'était ça aussi, c'est l'univers de tout le monde. Très jeune, bon, il faut partir parce que c'est une tradition, sans aucune raison. J'étais à la maison, bien, mais il faut partir. Je suis arrivé en âge où il faut partir parce que tout le monde est parti. Et je m'en vais. Et c'est là-bas, en France, j'ai découvert ce que c'était que l'absence. Ce pays, c'est comme si tu m'avais estropié. Ce pays me manque et tu ne peux pas t'imaginer. Mais quand tu reviens ici, c'est la même chose, tu penses. Hop, ça y est. Il y a l'absence de l'autre côté de ce que tu as laissé de l'autre côté. Un univers culturel, ou j'en sais bien, ou un boulot, ou des copains, ou l'ami. Donc il faut... Tout de suite, tu as envie de repartir aussi là-bas. Donc cette absence, nous la partageons toute notre vie. Les absences des gens qui sont partis, qu'on aime beaucoup, qui sont partis trop tôt. C'était pas un départ attendu. Ça aussi, ça compte. L'absence de l'être aimé, l'absence du grand ami, l'absence du petit frère, qui ne reviendra jamais, mais on l'attend quand même. Il est absent, c'est tout. Il reviendra un jour ou l'autre.
C'est en cet espace étroit pour la tendresse que j'ai aperçu un jour une mère digne. Elle suivait de ses yeux éteints ma silhouette, en quête de quelques souvenirs de Malek. Aussi frêle qu'un papillon, elle tendait ses mains vers le cimetière pour étreindre son enfant confié à la terre. Depuis, j'ai su ta fascination pour les pierres et la terre qui résistent à l'oubli, qui résistent à la mort. Et comme les trains ne rattrapent pas les enfances, tu reviens à travers ton enfant. Tu reviens sur le cimetière de Talantafat, exhumer les fantômes d'ancêtres, torturant nos mémoires. En rescapé de Tara, tu ne peux te soustraire à l'Anza, ce cri des morts qui ravive nos mémoires. Anza te ramène sans cesse vers tes mortes. Tu reviens sur les traces de ton enfance lorsque les murs ne résistent plus aux absences. Te voici, face à cette maison à étages, autrefois signe de faste. Tu reviens pour prolonger de ton cri l'anza des guerriers, achevé par notre indifférence. Te voilà, à Sétif, ta ville d'accueil et d'adoption. Tu reviens boire à la source de tes amers souvenirs. Ici, te surprirent deux guerres, et chacune avait son lot de fantômes. Te voilà à Sétif, au quartier Lévy. Autrefois, dans cette maison paternelle, régnaient les convictions et la foi en demain. Ici se regroupaient Farhad Abbès, Francis, Guénifi, Boumangel et tant d'autres. C'était ici que planaient les aigles. Te voilà à Sétif, au lycée Albertini,
où tu vis les conditions d'indigènes parmi juifs et pieds noirs. Dis-moi, Dahman, te souviens-tu de ton soulier perdu? Te souviens-tu de cet écolier qui ne rentrera plus chez lui? En ce jour-là, l'écho des fusils était des pleurs d'enfants. Mais là, moi, où j'ai eu la première grande sensation de la mort, c'était en 1945, lors des événements du 8 mai. J'étais gamin, évidemment, on est allé défiler avec notre petit drapeau. On avait la main, ça commençait à barouder partout. Les gosses, on ne comprenait pas, il fallait rentrer chez soi, c'est sauf qui peut. Et en cours de route, je voyais des gens tomber. Ils se tuaient, tout le monde se tuait, tout le monde tuait tout le monde. Arrivé presque à la maison, je me suis aperçu que j'avais perdu un soulier. À l'époque, les souliers, ça coûtait cher, et le père... J'ai eu peur de mon père. Au lieu de rentrer à la maison, je suis retourné chercher mon soulier au milieu du baroud. En trouvant mon soulier, près de mon soulier, il y avait un gamin qu'on a tué, qui est mort, une balle perdue certainement, ou on l'a tué exprès, étendu, son cartable à la main. Ah, Sétif, terre de blé. En cette époque, ton pain rare et amer avait le goût du sang. Tu reviens bien plus tard à Sétif, traînant sur un chariot l'innocence mutilée, espérant apaiser l'ansa des enfants du 8 mai 45. Je vais à la gare prendre le premier train pour Marseille. Et demain, le premier bateau pour l'Algérie. En sortant de l'idée que j'étais embauché à la RTF, et je faisais ce qu'on appelait les émissions télé-AK, télévision arabe et kabyle. Et c'est là où j'ai connu tout ce monde du cinéma, et c'est là on m'a demandé, au fur et à mesure que je me formais tout, on m'a demandé de rester. Mais l'indépendance arrivant, je dis bon, puisque j'ai des capacités maintenant et la technique, et j'ai dit je vais aller travailler pour mon pays. Je suis rentré en Algérie. Pour moi, c'était tout à fait normal d'arriver ici, de faire des films, les films que je veux, c'est-à-dire pour la Révolution, mais je pensais toujours, je ne connais que deux endroits, Sétif et la Kabylie. Donc, je me suis dit, je vais faire des films en Kabylie. Je l'avais fait en Kabylie, il ne le voulait pas. Je suis retourné, je l'ai postsynchronisé en français. Quand ils ont vu ça, ils ont voulu se tirer les cheveux. Comme une âme, c'était un petit fait de guerre aussi. Un maquisard qui revient chez lui.
et qui retrouve sa fiancée avec un fils issu d'un viol de parachutiste. Quoi. En 68, j'ai déposé le film Pour la colline oubliée en mettant en base ce film ne peut se faire qu'en kabyle, évidemment. Mis de côté, chaque ministre qui arrivait, non, chaque ministre qui arrivait, non, chaque ministre qui arrivait, non. Entre-temps, je faisais des documents et j'étais renvoyé. Je traversais une période du désert incroyable et j'étais obligé de faire ces 2 films pour la télévision. Kahlo Bayda, Les oiseaux de l'été. Ce film, Kahlo Bayda, nous le devons à Ahmed Bidjaoui. Il a dit, il se fait ou je démissionne. En fait, comme je dis à tout le monde, je dis, je suis un cinéaste sans film. Je n'ai qu'un film. Si je devais compter les films en 35 mm, je n'ai fait qu'un film. Et le poste de réalisateur est un peu usurpé. Je ne sais pas si on peut s'appeler réalisateur quand on fait qu'un seul film. Voilà un peu cette carrière qui s'écoulait comme ça. Il fallait vivre, on vivait. Je m'occupais d'ailleurs plus du cinéma. C'était la grande période, je t'ai dit, du scotchage des francophones. Malik Haddad, Kateb Yassine, Isia Khan, on essayait de trouver quelque chose à faire, on essayait de vivre, ça a été un peu la bohème. Voilà. Cri de pierre, moi j'aime beaucoup ce film. Bon, وش بك تخسر فيها؟ زني حي ايام تمشي وتتبدل وياماتنا احنا بنو مانيش خايف من الموت الاجل اللي انا ليه جعل الموت رفيقنا طول حياتنا. Et on raconte cette solitude de l'intellectuel et de l'enfant et du vieux qui va mourir. C'est un film très oppressant et qui repose aussi la question de l'identité, qui nous sommes, d'où nous venons, qu'est-ce que nous sommes, où nous allons. La colline étant là, les problèmes ont commencé à se poser. Comme par hasard, on ne finançait plus, l'État ne finançait plus le cinéma. Il fallait se débrouiller de l'argent. L'État ne donnait que 500 000. La colline oubliée, avec tout ce qu'il faut, c'est un film qui demandait quand même de l'argent. Bon, du fait que j'avais l'autorisation, il fallait batailler, quoi. Comme un dingue. Mon argent est parti. Mes voitures vendues. Mon dit à droite, à gauche. Finalement, j'ai réussi avec cette wilaya à arracher 400 millions, avec la wilaya de Tizi à arracher 600 millions, et je suis arrivé à faire à peu près équilibrer un budget. Je dis bon, c'est pas ce que je voudrais faire, mais tant pis, je vais le faire. Il faut le faire, ce film, avant que ce soit trop tard, avant que... Et j'ai plongé, voilà, je l'ai fait très très difficilement. Ça a été pénible, jamais... D'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là où on commençait toutes sortes de maladies qui m'ont esquinté. Je ne mangeais pas, tout angoissé, je ne dormais pas.
Je travaillais, je faisais des 48 heures. Repérage, j'ai trouvé... Et le soir, travail au scénario, ça n'a pas été facile. Et tu sais, dans toute cette course, tu étais présent, Mouzaoui, tu as vu toi-même. Ça n'a pas été facile de ramasser un peu d'argent. Bien sûr, Dahman. Je me souviens de ton cœur qui a flanché, à force de porter un pays. Je me souviens de ce village que tu révélas à mes yeux, comme on révèle un songe. Ici, tu rebâtis l'âme de l'ancêtre en décor à nos collines oubliées. De jeunes étoiles accompagnèrent nos rêves, éclairant chacun de nos pas, pensant les blessures anciennes. Seulement, Lanza, des amants tourmentés, a trop erré, avant de s'amarrer à ce python qui, à défaut d'avoir la grandeur de Pompéi, il eut son destin. Depuis, les tremblements de terre se succèdent pour soustraire ton peuple à sa léthargie. Notre sommeil ne sera plus celui des justes. Nous vivons à l'ère de l'Hégire, nous n'y vivons pas à l'ère de 2011. Parce que 2011, nous ne l'avons pas atteint, nous ne pouvons pas l'atteindre. D'autres ont pris trop d'avance. Et il faudrait tout un autre... toute une autre réorganisation par rapport à notre identité, celle qui nous remonte de ce temps, de 2000 ans, pour pouvoir enfin réfléchir à ce que sera le temps, à ce que sera notre temps. Individuellement, c'est connu. Je vis un an, je vis un siècle, mais le pays, quand on vit au pays, le temps, ce n'est pas simplement le temps d'une personne, c'est le temps d'un peuple. Donc c'est tout ça qu'il faut, qui dans ma tête tourne et retourne. Et cette phrase de Taous revient toujours dans ma tête. J'ai 2000 ans, j'ai aujourd'hui. Mais elle ne parle pas, je serai demain. Je ne dis pas parce qu'elle n'est pas sûre. Il y a trop de nations qui ont déjà pris le demain. Ils sont déjà sur la Lune. Nous restons au bord d'un désert balisé par une suffisance prophétique. Un soir de Noël, avec Malik Haddad, on se promenait dans le boulevard Saint-Michel. Tout d'un coup, il me regarde, il me dit « Tu veux écouter Taous Amouche ?» Ah, je dis « Écoute, on n'a pas de fric, comment ?» Il m'a dit « Non, non, non. » Il m'a dit « Ce soir, elle fait la messe à l'église Saint-Séverin. » Et on est parti. D'abord, en rentrant, c'est magnifique. Ce genre de messe, j'avais jamais vu ça. Comment c'était disposé. Et elle, au milieu de la chair, on dirait un petit moineau dans sa djellaba blanche. On ne voyait pas tellement sa tête, on essayait de dire que tout d'un coup, sa voix démarre. Elle a percé les murs de cette église et moi, j'ai eu une chair de poule. Ah, c'était magnifique.
Quand c'était fini, tous les Français sont précipités sur elle, l'entourer. Tout le monde l'invitait, qui un réveillon qui est à la maison, qui est dans un restaurant. Et je regarde Malek, je dis Malek, elle est à nous cette femme. Et il m'a dit comment? Je dis alors qu'elle t'attend. Et il faut Malek, c'est un beau gosse, 1m85, bien costaud. Il écarte tout le monde. Et il la ramène. Il dit, Taous, on t'attend, hein? Tout le monde t'attend. Oui, oui, Malek, je viens, je viens. Et on sort dehors. Elle a dit, alors où est-ce qu'on va? Elle a dit, oui, on va. Quand Malek, il parle comme ça. Il n'a pas un sou dans la poche et moi encore moins. Elle a rigolé, elle a dit, heureusement que j'ai préparé quelque chose. Maman est ici. Et on est parti chez elle. À Saint-Michel, la rue du Brochant, je crois, si j'ai encore le bon souvenir. Et je me suis remis à côté de Fatma Mansour. Elle était heureuse de parler kabyle. J'avais rencontré Mamri à cette époque. Il avait 20 ans de plus que moi. C'était déjà connu. Il faisait tout petit. Du fait qu'il s'est mis à parler en kabyle et que j'étais très intéressé, il n'a plus voulu me lâcher. On faisait le va-et-vient. Et puis je me suis aperçu qu'il savait chanter. Et je lui rappelais les chants. On a passé toute la nuit comme ça, poèmes, chants et rêves. Malik Haddad, je l'ai connu comme ça, j'avais fait un film, et j'avais besoin d'un commentaire, donc il m'a écrit ce commentaire. Un film qui a disparu, qu'on appelle Comme une âme. Et par la suite, on est devenus amis parce que c'était des sensibilités qui étaient très proches l'une de l'autre. Et c'était un homme merveilleux. D'ailleurs, on l'appelait le prince des poètes, c'est pas pour rien du tout. Il avait un tas de qualités. Il était très gentil, ami quand il le faut, et pas haineux dans ses contradictions avec les collègues. Enfin, c'est ce qu'on peut appeler l'intellectuel. Et il a continué. Tu lis toute son œuvre, c'est toujours, jamais, à aucun moment, on a senti chez lui un attachement quelconque à la France, en dehors de la célèbre phrase qu'il a écrite: je sortirai facilement un parachutiste de chez moi, mais Molière jamais. Et bien, du fait qu'il ne trouvait plus sa place nulle part en Algérie, il allait de chez Ben Miloud, chez moi, chez Bouzid, il se baladait comme ça. C'était une cervelle errante, quoi. Et de plus en plus, il était dépressif. Et c'était, effectivement, s'il avait eu le courage de l'acte, il se serait suicidé tant il ne trouvait pas sa place dans ce pays, tant il ne retrouvait pas l'Algérie qu'il a rêvé. Quand il allait mourir, on était tous autour de lui, 2 ou 3 jours avant qu'il meure. Il se retourne. Dahman, c'est toi qui avais raison. Parce que j'ai toujours essayé de le ramener à la kabylité, et laisser tomber tout ce monde-là, et français et arabes qui l'exploitent et exploitent son nom surtout. C'est toi qui avais raison. Viens me voir.
nous parlerons. Il n'est plus grand rideau à la lumière que la solitude. Quelle belle nuit. Je n'ai malheureusement pas le temps d'admirer les étoiles. Je te les confie. Ma solitude, la solitude, c'est ce que tu vois. Un homme, moi, un autre peut-être, tout seul, dans un grand appartement. Personne pour lui laver son linge, personne pour lui donner à manger, parce qu'il a choisi cette vie. Ou parce qu'il a été obligé à une vie pareille. Cela dépend du destin de la vie. La solitude est ce qu'il y a de plus dur à supporter. Les gens ne se rendent pas compte, mais rester des journées, sans voir personne, sans que personne ne passe te dire bonjour, sans que personne ne t'appelle, alors que tu connais des millions de gens, parce que tu es connu, alors que tu connais des milliers de gens, parce que tu les as rencontrés, parce que tu connais une centaine de personnes avec qui vous avez partagé le pain et le sel. Et se retrouver comme ça tout seul, c'est un peu la mort. Je crois que c'est ça, c'est un peu ça la mort. Après la mort ne fait pas peur. Je l'ai d'ailleurs dit dernièrement. Quand elle viendra, je lui tendrai sereinement la main. Il n'y a plus rien à foutre dans ce monde. Dans cette hacienda, qu'autrefois emplissait des rires d'enfants, il ne reste qu'un temple aux oiseaux et de mauvaises herbes rétrécissant nos ombres, ferment à jamais le seuil à nos esprits engourdis par un soleil zénithal. Dans ce monde qui se fissure, se désagrège, chacun de nous est seul, chacun de nous est vulnérable, et nous sommes ensemble que pour attendre le rude coup fatal des injures. Non, je ne suis pas de nature à être triste. C'est la vie, quoi, c'est comme ça. J'étais obligé d'être comme ça, ben je le suis comme ça. Ce n'est pas... Il y a d'autres qui ont plus de chance, entourés de plein d'amis, qui continuent à vivre et tout. Moi, je ne vis pas à Paris, je suis sûr que je vivrais à Paris, ça ne désempilerait pas. Je vis un petit trou au cœur du cœur de ma Kabylie, et les gens n'aiment pas les trous. Même le jardin, la verdure, les fleurs ne me disent plus rien. Tout ça, tu les partages. Tu partages avec des gosses, tu partages avec des amis, tu partages avec... Mais enfin, il reste quand même 2 ou 3 amis.
Les pêches sont mûres, donne à boire. Fille aux beaux yeux, fais le lit. Le sommeil me gagne. يبقى على خير الأخوة. الخوخ يابا نفكي ما نتسوى يا انت عيوني سويد جنودوما سي الماما يدودو فخر. هنا سي لا كاميرا كتقمش تبعش تفضل لا تصق. En vérité, l'esprit peut mourir avant le corps. Parce qu'il arrive à un moment donné où tout est bloqué, où tu as pensé tout, et où tu n'as pas la force de réaliser ce que tu as pensé. C'est déjà, tu deviens déjà un corps mort. Bon. Et il reste ce petit parcours-là entre la maison et la tombe, où on se dit qu'est-ce que je vais devenir après. Et c'est ça le grand mystère. La mort pour moi a commencé avec la mort des deux Maleks. Malek Haddad, d'abord. Un grand ami. On a fait tant de choses ensemble et tout, puis d'un seul coup, il meurt dans mes bras, comme ça, et je vois que tout un univers que je tiens dans ma main, tout un univers qui va disparaître. C'était pénible. Et la deuxième, souvent, je n'aime pas en parler parce que adieu Malek. C'est la mort de mon frère. Un garçon extraordinaire qui n'aimait que rire. Il n'avait pas le droit de mourir. Toi, Mouzaoui, tu l'as connu. Quand on dit de quelqu'un, il est merveilleux parce qu'il est mort, on triche. Mais de Malek, on peut dire, il est merveilleux. Il a été merveilleux. C'était un ami pour les autres, un très bon, d'après les témoins. Et c'était un parent merveilleux. Et c'était le petit frère. C'est moi qui l'ai mené pour la première fois à se couper les cheveux. C'est moi qui l'ai emmené pour la première fois à l'école. C'est moi qui l'ai emmené pour la première fois au cinéma. Et c'est moi, nom de Dieu, qui l'ai envoyé à Moscou. Après, la mort a pris un autre sens parce que dès que quelqu'un mourait, c'était toujours le retour à ces deux Maleks. Un pour une raison, l'autre pour une autre raison. Je te dis parler de la mort. Tout le monde a parlé de la mort. Dans le livre, Enza, je ne sais pas, il y a plus de 30 morts bien décrites.
Mais ce n'est que la littérature. Mais quand la mort, c'est la chair de ta chair. On arrête, s'il te plaît. Kermit, ça suffit. Je t'ai dit pas d'improvisation. Le directeur, sors énervé. Machiniste, sortez-moi Kermit. Ce qui reste d'une mort, quand on meurt, on meurt. N'importe quelle manière, en croyant pas, en pratiquant pas, en accidentel. Mais ce qu'il reste d'une mort, c'est la mémoire après. On continue à vivre, il y a une deuxième vie, mais qui se fait par les autres, par cette mémoire. Les gens qui se rappellent. Il a fait ça, il n'a pas fait ça. Et ça nous emmène donc à pénétrer d'autres personnages, à pénétrer l'histoire et à pénétrer le vécu des autres et du mien par rapport à eux. Et on rentre dans ce qu'on appelle la vie, quoi. Ça, c'est la vie. C'est pas. Et on se met à lire. On ne lit plus le pourquoi de la mort. On lit ce type-là, comment il a vécu. Un tel, il est mort. Mais à travers nous, il va revivre, parce qu'il a écrit, parce qu'il a peint, parce qu'il a été un héros de la guerre, parce que, j'en sais bien, pas parce qu'il a été mon ami, parce que chacun, c'est des mémoires, ou parce que simplement, ce gars est de mon village, et je me souviens de tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il n'a pas fait, de tout ce que... il aurait dû faire et qu'il n'a pas pu faire. Voilà ce que c'est que un peu la mémoire. C'est on ressuscite, les autres recommencent, les morts recommencent à vivre, c'est leur deuxième vie, mais à travers nous. Demain je meurs, Moujaoui, quand il parlera de moi, je sais que je vais revivre à travers Moujaoui, à travers mes enfants, à travers... c'est ça, en fait, la mémoire. Ce que moi je ressens la mémoire, c'est que je vois à travers des personnages morts, et derrière, je déterre tout un destin. Donc ça m'emmène... très loin, des comparaisons, je t'ai dit, un monde qui écrit, un monde qui peint, un monde qui sculpte. Comme le bonheur pouvait être simple, tu voulais juste revoir Sétif avant notre séparation, avant que tout devienne noir, comme tu le disais si bien. Inutile pèlerinage, joie morte, à une fois n'attend pas de visiteurs partant d'hiver. Le pas incertain,
Un sentiment de malheur a voilé ton regard mélancolique. Autre temps, autre mœurs. La douillette maison familiale qui contenait tes souvenirs d'enfant a cédé son charme aux horreurs du béton. Il neige de rue à Sétif. Il neige sur Tara, qui se part pour le long sommeil de l'hiver. La vallée de la Soumam entre peu à peu dans ses recueillements. En face, les lamentations de la femme couchée rythment le temps qui coule. La vallée frémit sous un linceul blanc. Une année meurt. Elle meurt lentement. Au cœur du cœur de Tamurth, des rescapés de la tribu entretiennent l'amitié pour faire reculer la mélancolie de l'hiver. Ils ont allumé le feu pour panser les blessures, apaiser des douleurs. Ils ont un bout de pain, des rires et des poèmes. Il voudrait prolonger tes jours, t'inventer la santé, te prêter un autre souffle. Alors, il chante, et n'entendent pas le train des morts. Ô taisez-vous, musiciens. N'entendez-vous pas pleurer un enfant ? C'est l'ami qui s'en va. Il s'envole vers la femme couchée, apaiser l'anza sans verser de sang. Il s'en va ramener l'amour qui nous a tant manqué. Laissez-le partir, sans pleurer, selon sa dernière volonté. Ces chevaux-là, en vérité, je ne sais qui meurt le plus. Moi qui m'en vais ou vous qui restez? Je pouvais être étranger sur ma terre. Dessous, elle m'appartient.
Si vous nous rejoignez à l'instant, bonsoir, bienvenue à vous dans Ciné Thématique. On est de retour après le documentaire de Ali Mouzaoui, Mon ami Mandoub. C'est une soirée hommage au défunt Abdelrahman Bouguermouh qui nous a quitté le 3 février 2013. C'est une commémoration à la veille de sa disparition. On est en 2019 et nous insistons sur la transmission du savoir, sur la transmission de l'œuvre, sur la transmission bien sûr de ces valeurs de notre identité, les valeurs de notre société et de notre amazirité à la jeune génération. Avec nous sur le plateau, le documentariste, le réalisateur, le formateur et l'écrivain aussi, Ali Mouzaoui, qui est avec nous. Il est militant aussi d'identité nationale aujourd'hui dans une Algérie qui célèbre bien sûr fièrement son amazirité. Nous avons parlé à la première partie, pratiquement 40 minutes, c'est exceptionnel dans Ciné Thématique, parce qu'on considère que des personnalités, des personnages fascinants comme celle de Abdelrahman Bouguermouh, Abdelmalek Bouguermouh, ou son autre frère médecin, Medjid, qui était parmi les premiers médecins algériens. Aujourd'hui, franchement, Ali Mouzaoui, j'ai envie de vous questionner, j'ai envie de savoir quelle est la place aujourd'hui de Abdelrahman Bouguermouh dans les manuels de la scolarité, dans les manuels des écoliers. On parlait d'un ZAR qu'on ne retrouve plus, c'est un roman condensé qui raconte bien sûr le vécu du mai 45, de cette jeunesse, de Taous Amrouche, de Jean, de cette solitude. Quelle est la place aujourd'hui? Quand est-ce qu'on va prendre conscience qu'aujourd'hui, Mohamed Dib, Malek, Mamri, tous ces noms, Assia Djebar, doivent impérativement être dans les manuels de l'école pour former une jeunesse élitiste, une jeunesse qui peut trouver des solutions à l'avenir de ce pays, pour le maintenir toujours développé en haut? Tout d'abord, il y a ce phénomène dramatique concernant la culture, c'est que chaque fois qu'un écrivain, un poète ou un peintre, un cinéaste disparaît, nous nous précipitons à fermer à jamais la porte de sa mémoire. On ne revisite pas. On garde la célébration de l'individu comme ça, parce qu'on sait qu'il a marqué l'histoire, mais on ne revient pas à l'œuvre. Les gens n'arrivent pas à comprendre que l'essentiel, c'est l'œuvre. Nous sommes périssables, mais l'œuvre reste. Et c'est à ça qu'il faudrait revenir. Je pense qu'il faudrait absolument que ce genre de créateurs, d'artistes, soit effectivement, que ces films soient vus dans des écoles. Oui. Qu'il y ait... Dans des universités. Tout à fait, dans des universités, parce que c'est des thèmes qui reviennent et qui nous hantent, qui nous obsèdent, et donc il faut revenir un petit peu vers ce fond important de notre culture. Au-delà, Enza est un roman effectivement intégré, il y a des passages... Le roman lui-même est magnifique, parce que c'est une profonde balade à travers notre histoire. Il y a pratiquement plus de 2 romans dans l'Enza, puisqu'il y a une partie qui est consacrée à la Deuxième Guerre mondiale, à la prise de Monte Cassino, et par des Amazirs, encore une fois par des Algériens, qui ont été se battre aux côtés des Marocains pour prendre Monte Cassino. Ils l'ont prise presque avec les poings nus et les poitrines ouvertes. C'est un combat terrible. Voilà, et Bouguermouh a ce talent de décrire ces types au réveil un matin de grande farouadure, et on voit ce laitier qui, en passant vers la traite des vaches, il y a tous ces gens jetés comme ça dans des étables, comme du bétail, qui viennent en quête d'un bout de pain dans une Algérie riche, dans Sétif qui est terre de blé. Les spoliés. Tout à fait, spoliés. Donc il y a, en plus il y a le talent de celui qui sait vraiment raconter. Bouguermouh est un excellent conteur. C'est un homme à l'esprit vif, c'est un homme d'une grande sensibilité, très complice. Donc il y a toute cette force dans l'écriture qu'il a faite. Oui. Et des passages peuvent être intégrés,
Des passages peuvent être lus dans des cafés littéraires, dans des cercles de réflexion, peut être discutés dans des cercles d'universitaires. Oui. Il faut revenir vers l'œuvre, c'est indispensable. Il ne suffit pas de faire la comptabilité des hommes de culture, mais il faudrait revenir à leurs œuvres. J'ai toujours pensé, la différence, c'est un petit peu comme, la comparaison, c'est comme quelqu'un qui aurait 1 ou 2 arbres fruitiers, ils sont en vente, ils sont en réclame, mais dont il n'a jamais goûté les fruits. C'est bien dit. Franchement, c'est bien dit, Monsieur Ali Moussaoui, et c'est franchement incroyable de vous écouter. Vous êtes à la fois réalisateur, mais je pense que vous avez des talents de poète et vous avez exercé la poésie, ça c'est clair. Et on peut retrouver ça sur votre biographie. Pour les jeunes, je vous invite à faire et à taper Ali Moussaoui dans Google et vous allez être dirigé vers des liens essentiels. Je pense que tout être est poète jusqu'au nuage. D'ailleurs, souvent on regarde le ciel puis on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui est là-bas, qui a peint ce ciel? Les êtres, nous avons tous une sensibilité. Des fois, elle est à fleur de peau, elle apparaît. Des fois, on scelle nos lèvres et puis rien ne passe. Alors, avant de parler de Kahla Bayda, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, on va lancer le film, mais avant, il y a une actualité aussi cinématographique. Le ministre de la Culture, Azdine Mouhoubi, était présent lors de ce premier tour de manivelle d'un film tellement cher à vous. Bien sûr, c'est Mohamed Mohamed, la vie, selon votre regard, bien évidemment. Mais avant de parler, j'aimerais bien que vous nous faites de la poésie de Si Mohamed Mohamed dans Ciné Thématique. On aimerait écouter un poème de Si Mohamed pas de souci. J'ai souvent déclamé le poème qui est un petit peu l'Éden perdu. Donc c'est cette période de déstructuration. C'est la première fois que la Kabylie tombe en 1857. Et dans la dépossession donc, des Ahmadouches de la famille de Si Mohamed Mohamed va être fortement ressenti. Le poème donc dit ceci. J'avais un jardin incomparable aux pousses drues et vigoureuses que Dieu protège ses richesses. Un mur le fermait et l'abritait, une porte en condamnait l'entrée dont le gardien ne dormait pas. Maintenant qu'un torrent y fut dirigé, l'éboulement a tout emporté. Il n'en reste aucune trace. C'est Mohamed. Magnifique. Est-ce que vous pouvez nous le faire en kabyle? Oui. غوري الجنان ذي مفرد ذي مغسيس يمد ما يثبت الله لرزاقيس ذوار غاس صريح جبيث ثبورت تغلقيت ذا عساس ذيك سوار يطيس ما تفري نفلس السد السياخ ذيك سي وسد يروح وريبان لاثريس. Franchement, magnifique. Et votre travail s'intitule comme un petit nuage sur la route. Tout à fait. De la vie du poète Si Mohamed Mohamed. Bien sûr, c'est un long métrage à qui, enfin, on souhaite réellement que l'aventure va réussir et qu'on verra rapidement ce travail avec d'autres travaux que Les Ramiers Blancs, par exemple, qu'on aimerait bien voir ici présentés dans Ciné Thématique. On arrive pratiquement aux 5 dernières minutes de l'émission. Aujourd'hui, on va parler de Kahla Bayda, de ce cadeau fait par Abdelrahman Bouguermouh à cette magnifique ville, avec cette équipe de football, avec toutes les belles et les bonnes valeurs que transmet ce film. Et on a parlé de casting. Et je demanderai à Nabil Teibech de nous donner ce qu'on appelle un tapis musical de ces phrases musicales d'Ahmed Melek, parce que franchement ça nous replonge mais gravement dans une Algérie. Moi tout à l'heure j'ai eu les larmes aux yeux quand j'ai écouté cette musique, parce que cette musique porte une certaine période. Je ne sais pas si vous pouvez nous dire quelque chose sur cette magnifique période de fabrication de films algériens, de cette société qui vivait très bien. Pas de souci. La première des choses, la mère constat, c'est que la plupart des poètes naissent à des périodes tragiques, à des périodes très douloureuses. C'est un petit peu le cas de Nazim Hikmet, le cas de Kateb Yassine et bien d'autres. Donc on s'imprègne un petit peu du malheur qui nous entoure, qui entoure les nôtres, qui ronge la société, et puis tout revient. On s'exprime presque missionné par ce peuple au milieu duquel nous vivons. Pour revenir à la période de création d'Abdelrahman Bouguermouh, ça a été une période féconde. Et revenir à Sétif, c'est un petit peu comme le cas
d'Antonioni qui parle en disant quand on a quitté Ferrare, on n'a plus rien à avoir. C'est-à-dire c'est le drame, quoi. Et Bouguermois revient à Sétif comme un retour à soi. C'est un retour à une enfance, un retour à une sensibilité, un retour au sétifien. Khalobaïda, c'est l'entente sétifienne. Et puis, donc, cet emballement sont retenus vers les siens parce qu'il est tellement adulé aussi à Sétif. Il compte beaucoup d'amitié à Sétif. Et quand on le voit à Sétif, on sent qu'il est vraiment chez soi. On revient avec une création, avec une œuvre. C'est le couronnement d'une relation amoureuse qu'on aurait pu entretenir entre amants, mais qu'on entretient avec une région, avec une ville. Merci beaucoup Ali Mouzaoui pour ce moment de télé incroyable. Franchement, on a vécu un moment incroyable, encore une fois, une émission de plus de 3 heures avec vous, avec votre présence. Franchement, on vous dit bon vent pour tout ce que vous faites, que Dieu vous donne la force et le courage de continuer. J'en ai besoin. Pour vous et pour toute la corporation qui travaille aujourd'hui et qui œuvre pour la culture. Écoutez, on vous invitera peut-être pour d'autres projets. Vous avez une filmographie intéressante, on choisira un autre doc pour bien sûr pour Ciné Thématique. En tout cas, ravi et on vous souhaite bon courage. Nos amitiés à tous les habitants de la wilaya Tizi Ouzou, de Sétif, de toute l'Algérie. De toute l'Algérie. Eh bien, on vous aime. Voilà, on vous aime. Prenez soin de vous. Merci Amir. Bon film sur Canal Algérie. À la semaine prochaine dans Ciné Thématique. Au revoir. C'est moi qui vous remercie. Merci.